Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Aujourd'hui, nous passerons en revue la seconde partie consacrée à la place et à l'engouement aussi pour l'islam dans la littérature française et européenne. Nous avions vu déjà la semaine dernière comment ça a été à travers l'histoire et maintenant nous le verrons aussi en ce qui concerne l'actualité brûlante. Pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter le professeur Makram Abbas. Bonjour et merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes agrégé d'arabe, vous êtes aussi docteur en philosophie, vous enseignez à l'École normale supérieure de Lyon la philosophie morale et politique en islam. Eh bien, avant de poursuivre avec vous, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet intitulé « Emprunt et appropriation ». Regardez. Je dois aller au pays de l'Inde chercher le livre de Kalila et Dimna. Mais nous le connaissons. Ah, Veux-tu l'histoire du coq et du renard? Et l'histoire de la On panthère. l'a déjà raconté. Et le dévot et ses rêves. On l'a raconté. Ah, attends. Le lion, le chameau, le loup, le corbeau et le chacal. C'est l'histoire d'un lion qui était blessé. comment cela? Comment cela? Oui, comment cela? On raconte. Au XVIIe siècle, en France, les fables de La Fontaine plongent leurs racines dans les apologues animaliers de Kalila et Dimna, d'Ibn al-Mukafa. Eux-mêmes seraient une libre traduction du Panchatantra, écrit en sanskrit 7 siècles avant Jésus-Christ, par un moine hindou, Bigpai ou Pilpai, dans lequel figurent des fables d'Ésope, Lockman dans le Coran. Bel exemple de la circulation des savoirs, ce recueil de sagesse a été traduit en latin par Jean de Capoue en 1270, et La Fontaine l'a connu sous le titre de « Livre des Lumières ». Au XVIe siècle, en Espagne, le style lyrique des deux grandes figures du mysticisme chrétien, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, aurait été profondément influencé par les écrits spirituels du grand poète soufi andalou, Ibn Arabi. Au XVIIIe et au XIXe siècle, le monde arabe devient un thème littéraire récurrent en Europe. Pour Voltaire ou pour Montesquieu, critiquer l'islam est une façon de s'en prendre au christianisme sans subir les foudres de la censure. Mais au XIXe siècle, ce sont les écrivains romantiques, Chateaubriand, Flaubert, Lamartine, Nerval, qui vont voyager dans les pays arabes. Ils en reviennent avec une fascination toute particulière pour la figure du prophète. Majnoun Leïla, le fou de Leïla, est l'archétype de l'amour fou, de l'amour absolu cher aux romantiques, qui rappelle l'amour des mystiques soufis pour Dieu. Ce thème éternel a été repris par Aragon dans Le Fou d'Elsa, qui resitue l'histoire dans la Grenade du XVe siècle, sur le point d'être conquise, comme la France de 1940. Le Majnoun est une figure classique de la poésie arabe, déjà dans la période anté-islamique. C'est à partir d'un poète qui porte le même nom que mon personnage de Grenade au XVe siècle, Keïs ibn Amir al-Najdi, qui était d'une tribu bédouine avant Mahomet, que par l'idée même de certains poèmes qui ont été répétés à travers les siècles dans la langue arabe et en persan, qui est l'histoire de Majnoun et Leïla. Et cette histoire aurait pu s'appeler Majnoun et Elsa. Makram Abbas, vous souriez là. Le sujet est signé Marie-Annick Le Guern. C'est vrai que la figure du fou, du Majnoun, n'est pas exclusivement islamique, elle est plutôt arabe. Mais en dehors de cela, quelle est votre réaction, et notamment à propos de ce dessin animé emprunté aux fables de Kalila et Dimna?
d'Ibn al-Muqaffa. J'ai bien aimé justement le reportage parce qu'il aborde la littérature et ça montre effectivement que l'influence de l'islam dépasse les sciences, dépasse la philosophie, mais qu'elle englobe également des mouvements religieux, des mouvements spirituels, la mystique et des formes aussi littéraires comme les fables de Khalil et Demna qui étaient très connues en latin, traduites en latin au XIVe siècle par Jean de Capoue sous le titre de Directorium Vitae Humanae, donc de la direction de la vie humaine. Donc l'ouvrage a été reçu comme une sorte de texte portant sur la pensée morale universelle. Et c'est très important parce qu'on voit l'accentuation morale et politique d'un texte de fable, ce qui n'est pas forcément le cas du texte donc, de La Fontaine, bon, qui est plutôt donc, perçu comme un texte purement littéraire. Donc, c'est vraiment le genre des fables. La tradition orientale, elle avait plutôt une autre destinée d'ordre moral et politique. Donc on considérait que Khalil et Demna était un ouvrage donc, de formation des princes parce que cela permettait à apprendre à se gouverner soi-même et à gouverner les autres. Alors ce texte donc, fait partie d'un certain nombre de textes littéraires. C'est vrai que les textes littéraires traduits en latin donc, au Moyen-Âge étaient assez rares, mais il y avait, disons, 3 textes majeurs. Il faut quand même les mentionner parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle bien évidemment de Khalil et Demna, mais il y a aussi un texte de maximes et de sentences d'un auteur égyptien qui s'appelle Mubashir ibn Fatek, qui a été très tôt traduit en espagnol sous le titre de Boca de los Oro, donc Los Bocades de Oro, pardon, donc les 10 d'or. Oui. Et donc ce texte a été traduit au XIIIe siècle à l'époque d'Alphonse le Sage, d'Alphonse X, donc dit le Sage. Et un peu plus tard, il sera traduit par Guillaume de Tigonville, donc en français, les 10 moraux des sages. Une autre traduction anglaise va suivre. Et là, nous avons donc quand même un fond littéraire qui reprend un peu les maximes des anciens, parce qu'il y a également les philosophes, des maximes attribuées à Platon, à Aristote, à Socrate, donc à Épicure, donc à plusieurs philosophes antiques, mais aussi aux philosophes de l'islam, aux sages arabes antéislamiques, aux sages de la Perse antique. Donc c'est une collection, un florilège de maximes et de sentences qui vont voyager dans la culture occidentale. Et il y a également un troisième texte qui est le secret des secrets, le Secretum Secretorum. Mais il faut savoir que ce texte a comme archétype donc les fameuses lettres d'Aristote à Alexandre, qui sont aussi des apocryphes, en fait, des pseudo-Aristote. Et donc là, nous avons quand même une tradition très forte, mais qui est plutôt d'ordre encyclopédique, qui relève un peu des maximes universelles, qui sera donc récupérée par la tradition latine. Par exemple, le Secret des secrets, c'est l'ouvrage le plus lu chez les latins. Il y a eu donc un nombre de copies incroyables. Donc c'est l'ouvrage qui va circuler le plus en comparaison avec d'autres ouvrages, par exemple de philosophie. Je vous ai vu en moins dubitatif à propos de Majnoun, de Laïla, et ce qui aurait pu influencer les mystiques, notamment musulmans, pour leur amour de Dieu. Tout à fait. En fait, je voulais juste rappeler que en fait, la poésie de Majnoun date non pas de la période anté-islamique, mais plutôt de la période omeyyade. Donc elle émerge entre le 7e et le 8e siècle. Et donc c'est là que se mettent en place justement les différents couples d'amoureux. Qaïs wa Laïla, Qaïs et Laïla, Jamil et Bouthaïna. Oui. Donc plusieurs, si vous voulez, couples qui seront représentatifs dans la littérature ultérieure, donc de l'amour courtois, qui va certainement donc influencer la tradition mystique, puisque l'amour de Dieu va en quelque sorte emprunter au paradigme, au schéma initialement forgé dans cette poésie-là, dans la poésie courtoise, les différents ingrédients donc du rapport entre l'homme et Dieu. Et d'ailleurs, la première mystique de l'islam, qui est Rabia, donc une femme donc, qui a vécu au 8e siècle, donc elle était contemporaine justement de cette littérature amoureuse, courtoise, dont parle Aragon, et qui sera un peu la toile de fond dans laquelle Aragon va puiser donc son histoire de Majnoun. Bien, alors puisque vous évoquez la mystique, il y a aussi là des influences, pour ne pas dire des emprunts entre la mystique chrétienne et la mystique islamique. Ibn Arabi, d'un côté, Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix de l'autre, et puis il y a aussi Maître Eckhart. Tout à fait.
justement pour rebondir à partir du dernier nom que vous évoquez, donc Maître Eckhart, il y a un travail considérable d'un collègue allemand qui est Kurt Flasch, qui était invité à la Sorbonne pendant plusieurs années, qui a fait un travail donc vraiment très intéressant sur Averroès et Maître Eckhart, et il a sous-titré donc son livre Les sources rhénanes. Les sources arabes, pardon, de la mystique rhénane. Donc il a montré justement dans son livre de quelle manière la philosophie arabe, qui était à la fois intégrée dans le tissu culturel latin, mais parallèlement combattue par l'Église, eh bien cette philosophie-là a été déterminante non seulement pour, disons, l'évolution des sciences et des branches classiques de la philosophie, mais aussi de l'évolution de la mystique, donc de la philosophie spirituelle et religieuse des latins. Et cela se fait bien évidemment à travers les considérations tout à fait inédites qu'apportent les philosophes arabes, Avicenne et Averroès principalement, sur la question de l'âme. Il suffit de méditer l'une des maximes qui était combattue par l'Église au XIIIe siècle, lors de la condamnation des averroïstes. Étienne Tempier a évoqué justement parmi les articles condamnés par les autorités religieuses, donc la maxime selon laquelle donc, les averroïstes disent qu'il n'y a pas de statut plus élevé que de vaquer à la philosophie. Donc cette idée que le bonheur terrestre peut être donc atteint dès maintenant à travers l'exercice de la pensée, à travers donc l'investissement du monde par la pensée, eh bien cette idée-là, justement, avant d'atteindre, bien évidemment, avant d'arriver au bonheur céleste, donc qui relève de l'au-delà, cette idée-là a considérablement bouleversé donc la génération donc des philosophes et des penseurs latins, Maître Eckhart, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, chacun à sa manière, les averroïstes bien évidemment, Sigère de Brabant, donc chacun à sa manière, en la combattant, bien en l'intégrant, mais en tout cas elle a intégré dans le traitement de la philosophie chez les latins, donc de nouvelles problématiques issues justement de cette philosophie de la religion, de ces considérations spirituelles qui ont été en amont forgées à partir de Farabi, donc en Orient finalement, et qui ont voyagé en fait en Occident musulman, en Andalousie. Et là aussi, nous voyageons dans le temps, puisqu'Al-Farabi, c'est déjà milieu du Xe siècle. Tout à fait. Et puis, on peut aller jusqu'à Goethe, puisque vous avez évoqué l'Allemagne. Maintenant... Là, c'est la tradition persane. Chez Goethe, c'est vraiment la tradition persane qui sera dominante. Alors, si on continue à poursuivre comme ça, le corps de doctrine, là, c'est vrai que c'est la philosophie, mais pas uniquement de la littérature, de l'averroïsme, d'Averroès, était aussi prégnant en Occident, en Europe occidentale. Absolument. Il faut mentionner, bien évidemment, le XIIIe siècle. Maintenant, on a donc de grands spécialistes donc, qui travaillent beaucoup sur la réception d'Averroès chez Albert le Grand, chez Thomas d'Aquin, chez Marcille de Padoue, Dante, bien évidemment. Nous sommes bien informés justement sur l'importance que recèle en fait Averroès et le courant de l'averroïsme, parce que l'averroïsme c'est en quelque sorte l'adaptation d'Averroès, la création d'un Averroès latin en quelque sorte, qui dans la figure peut ne pas se reconnaître à travers le vrai Averroès arabe, enfin les véritables, à travers la doctrine de la double vérité. Donc c'est une forme de récupération d'Averroès pour les besoins de la culture latine. Et donc là on voit effectivement le travail de fond, vraiment un processus qui s'installe à partir, disons, du XIIIe siècle et qui continue jusqu'au XVIe, puisque jusqu'au XVIe siècle, donc jusqu'à la Renaissance, on a des impressions, des réimpressions donc des textes d'Averroès qui accompagnent la lecture, par exemple, de la rhétorique d'Aristote ou bien de la poétique d'Aristote. Donc il y a un certain intérêt qui continue jusqu'à la modernité. Là, c'est la philosophie. En dehors de la philosophie, il y a aussi l'émulation spirituelle et les emprunts aussi au niveau de la mystique. Et qu'en est-il maintenant en dehors de ces deux aspects de la littérature? Par quel canal Les Mille et Une Nuits, un texte aussi important qui a structuré l'imaginaire occidental à propos de ce qui se passe en Orient, est-il passé? Tout à fait. Alors, la grande période de l'intérêt pour la littérature émerge petit à petit, donc après la fondation du collège des lecteurs royaux, justement, au XVIe siècle, sous François Ier. Et nous assistons au XVIIe à la constitution de la première bibliothèque
orientale par Barthélemy d'Herbelot, dont l'élève n'est autre qu'Antoine Galland, qui va traduire donc, le texte des Mille et une nuits. Et justement, là, nous voyons très bien la volonté de mieux connaître les textes produits en islam à travers donc, la maîtrise des sources, finalement. Et donc, la bibliothèque orientale, justement, c'est une sorte disons, d'anthologie rassemblant plusieurs textes, à la fois philosophiques, poétiques, lexicographiques, scientifiques. Et l'objectif, donc, c'est finalement d'accroître un peu la connaissance ou les connaissances portant sur l'Orient. Et l'un des fleurons de cette tradition, ça sera quelques années plus tard, au début du XVIIIe siècle, donc la traduction par Antoine Galland des Mille et une nuits, texte donc, qui est bien évidemment, qui va donner une autre image de l'Orient, plutôt. Nous sommes non pas dans l'Orient historique, mais dans l'Orient fictif, donc créé à partir de ces contes. Et cela va nourrir également notre tradition. Imagé, tout à fait. À ce stade de l'émission, nous passons au second sujet, toujours signé Mariannick Le Guern, et qui est intitulé « Réappropriation » au pluriel. Regardez. Un livre du Libanais Amin Maalouf, paru en 1983, Les croisades vues par les Arabes, annonce dans son titre même un changement de point de vue et d'éclairage sur l'histoire complexe des relations Orient-Occident. Je dirais que ce que m'a appris l'expérience du Liban, l'épreuve du Liban, c'est de ne pas juger les gens d'après leur appartenance religieuse, mais d'après leurs actions. Je crois que toutes les religions ont produit des saints et des assassins. Pour moi, le mot croyant a pris un sens différent. Pour moi, un croyant, c'est un homme qui croit à certaines valeurs humanistes, quelle que soit par ailleurs son appartenance religieuse. Au lendemain de l'indépendance de son pays, le grand écrivain algérien Kateb Yassine décrivait la langue française comme un butin de guerre, permettant au lecteur d'avoir un accès direct à une autre vision du monde. Tandis qu'Assia Djebar, membre de l'Académie française, s'inquiétait du recul de la langue française. Dans son livre « Loin de Médine », elle proposait une histoire de l'islam revisitée de son point de vue de musulmane et de féministe. Médine est la ville où meurt le prophète lorsque le livre commence. Quand il meurt, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, en relisant des chroniqueurs anciens, Tabari, Ibn Sa'd, de me dire, au fond, ces problèmes de pouvoir entre hommes, ils peuvent être vécus à partir des coulisses et donc à partir des femmes. Le prix Goncourt 2015 a été décerné au premier tour de scrutin par 6 voix au roman de Mathias Hénard, Boussole. À travers le personnage d'un orientaliste, Boussole évoque le monde islamique avec une généreuse érudition. Makram Abbas, vous qui avez suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention ce sujet, quel est votre sentiment? Le sentiment, c'est qu'effectivement, l'Orient continue d'inspirer les romanciers, les écrivains, et que nous sommes effectivement dans une autre phase de la connaissance des cultures de l'islam, puisque plusieurs personnes d'origine arabe ou bien arabo-islamique sont totalement donc insérés dans la société française, intégrés dans sa culture, et donc eux aussi produisent donc des fictions, produisent des textes à partir donc de certaines sources, ou bien en réutilisant certaines sources anciennes, comme on l'a vu avec Assia Djebar, donc à propos de Médine, ou bien donc en s'inspirant de l'actualité du monde arabo-musulman ou par les événements tragiques par lesquels nous passons. Donc l'islam continue d'inspirer, que ce soit dans le bon sens, dans le bon sens du terme, ou bien pour condamner certaines tendances, ou bien un essoufflement justement de la réflexion au sein de cette culture. Donc la volonté ou la nécessité de remettre en cause aussi donc certaines tendances actuelles, il faudrait bien évidemment en parler, et les textes des romanciers, des écrivains, des essayistes, des chercheurs bien évidemment, sont très intéressants donc pour Makram Abbas, aborder cela. Le fait islamique est devenu aussi central qu'il
produit, il génère toute cette Absolument. profusion, prolifération Absolument. littéraire, foisonnement. Tout à Il est fait. devenu un phénomène éditorial. Nous ne pouvons pas, bien évidemment, échapper à la globalité qui conditionne notre rapport au monde, notre rapport à la vie, notre rapport aux autres. Et donc, à partir de là, on ne peut pas échapper donc au regard qu'on pourrait avoir, ou à la représentation qu'on pourrait avoir de l'islam, ou bien du monde musulman, ou bien du monde arabe. Et le fait que l'islam devienne un sujet médiatique, eh bien cela s'est imposé malheureusement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait seulement le traitement médiatique, il faut qu'il y ait aussi d'autres traitements, chacun de son côté, un traitement académique, universitaire, donc celui des chercheurs dans leur petit cercle, mais aussi le traitement des romanciers, le traitement des poètes, donc de manière à avoir, disons, une sorte de polyphonie de voix à propos de cette culture qui est extrêmement complexe. Donc il faut fuir justement les voix monocordes et être dans cette complexité, donc éviter les, disons, les visions uniques, indifférenciées, y compris au sein même de l'islam, parce que dans l'islam aussi, il y a des gens qui prétendent parler au nom de l'islam et donc qui reproduisent donc une certaine vision dont il faudrait récuser les fondements. Être dans l'apologie ou bien dans cette vision mythifiée de l'islam, ça ne sert absolument à rien. Il faut remettre à plat les problèmes, essayer d'adopter une démarche critique, distanciée, objective autant que possible vis-à-vis des textes fondateurs, vis-à-vis des textes anciens. Et puis le lire aussi avec bonheur, c'est-à-dire il y a de bonnes choses, de très bonnes choses produites au sein de ces cultures, hein, des cultures classiques de l'islam. Et les contemporains devraient effectivement nourrir donc un rapport fructueux, riche avec ces cultures, plutôt que de se complaire en fait tout simplement dans la vision apologétique. Alors, Makarma Abbas, pour sortir de l'impasse, il y a la nécessaire réflexion, refondation de la pensée, bien entendu, et sortir de l'ornière. Et ne pensez-vous pas que du point de vue simplement littéraire et poétique, artistique, qu'auprès des francophones, ce regard-là puisse amener à plus d'aménité, d'apaisement et d'une meilleure connaissance de l'univers islamique? Bien sûr, alors toutes les contributions sont les bienvenues, que ce soit donc du côté francophone, parce qu'actuellement, et c'est une bonne chose, on écrit beaucoup en français à propos de l'islam, ou à partir, disons, de l'islam. Par exemple, je pense aux romans ou bien à la poésie, sans parler bien évidemment des essais ou des travaux universitaires. Mais il faut savoir qu'un travail qui se fait à partir des langues présentes dans le monde musulman, principalement le monde arabe, donc à partir de la langue arabe, de la langue turque, du persan. Donc là aussi, ce sont des choses extrêmement importantes parce que les travaux donc internes eh bien, permettent de changer les choses autrement. Mais déjà pour l'islam de France, donc c'est très intéressant d'avoir effectivement un intérêt culturel autour des questions que l'islam pose et ça répond bien évidemment à un certain besoin tout à fait légitime de mieux connaître les textes, de mieux connaître, disons, la pensée, l'histoire, la spiritualité même. Voilà. Bien. Et à côté de ce que nous appelions au siècle écoulé l'orientalisme oui. Savant, l'orientalisme mis au service de l'œuvre coloniale, il peut y avoir maintenant, du point de vue académique, une islamologie sérieuse, appliquée, savante, mais aussi une production littéraire, y compris de la part de musulmans qui ne vivent pas en contexte islamique. Tout à fait. Bien sûr, il y a toujours des chercheurs qui sont conditionnés par des réflexes orientalistes, rappelant malheureusement le 19e siècle, ou même le Moyen-Âge parfois. Mais on peut dire que la tradition orientaliste, enfin celle qui travaille sur l'islam, donc a considérablement changé. Donc il y a des relations plus ou moins apaisées vis-à-vis de la culture. Il suffit de citer les grands noms d'André Miquel, de Jacques Berck, qui avaient développé un véritable intérêt, voire un amour en fait, pour la langue, pour la culture, et ce qui leur a permis en fait, de faire des traductions, de faire des textes devenus des classiques. Donc à propos de la littérature ou bien de la pensée produite en islam. Maintenant, donc, je pense qu'il faudrait continuer donc dans cette voie-là, continuer la production donc, savante autour des questions qui nous concernent tous, en sortant bien évidemment de cette littérature, de ces réflexes qui rappellent un petit peu le 19e siècle, effectivement.
Alors, Makram Abbas, au terme vraiment de cette émission, je voudrais m'adresser aux professeurs que vous êtes et vous enseignez à l'École normale supérieure de Lyon. Certes, la philosophie morale et politique de l'islam, mais il vous arrive d'aborder ces questions-là avec vos étudiants et surtout en ce qui concerne la littérature. Tout à fait. J'aborde ces questions, notamment la question, par exemple, de la violence qui a, dans la vision tout à fait inédite, a été forgée au sein de la littérature islamique. Dans les années 50-60, on a beaucoup produit il y a une véritable littérature avec non seulement une littérature religieuse, une lecture de l'histoire de l'islam ou bien de ses dogmes, mais aussi une certaine vision de la littérature, de ce que pourrait être la littérature islamique, la poésie ou bien les fictions propres à l'islam. Et donc j'essaie bien évidemment avec mes étudiants, dans le cadre de mon champ disciplinaire, de démonter un peu cette vision de la vie qui en fait conduit à des formes de nihilisme, à des formes de haine de l'autre, d'intolérance, de persécution de la différence. Et il faut agir bien évidemment contre ces formes de littérature qui malheureusement sont relayées. Donc on revient à la question de cette inflation de discours qui sont relayés par les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faudrait résister à cet attrait qu'exerce sur nous ces formes, disons, ces avatars, en fait, ces formes un peu dégénérées, je les qualifie ainsi, même si l'expression est un peu dure. En tout cas, il faudrait les associer avec d'autres approches, donc des textes et une meilleure connaissance de l'islam. Merci beaucoup Makram Abbas. Vous vous acquittez de votre mission et de votre tâche à la fois d'intellectuel et d'enseignant. Chers amis téléspectateurs, avant de vous quitter et tout en vous remerciant de nous avoir suivis aussi fidèlement, je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. Vous avez évoqué l'œuvre de Kurt Flasch, d'Averroès à Maître Eckhart, les sources arabes de la mystique allemande chez Vrin. Et puis, on a parlé de Majnoun, le faux de Leïla, le Diwan de Majnoun traduit intégralement de l'arabe, présenté et annoté par André Miquel aux éditions Sinbad chez Actes Sud. Toujours d'André Miquel, cette traduction de l'œuvre La Fontaine à Bagdad, un fable arabe d'Ibn Muqaffa, et les illustrations sont de l'artiste Baya, donc c'est aux éditions Lorient. Nous avons vu dans le sujet Amin Maalouf, les croisades vues par les Arabes, chez Jean-Claude Lattès. Le prix Goncourt de l'année écoulée, 2015, Boussole, Mathias Sénard, et son engouement et sa fascination aussi pour l'Orient, chez Actes Sud. Et puis L'islam dans les médias, d'Edouard Saïd, traduit de l'anglais américain par Charlotte Foiles aux éditions Sinbad. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous avoir suivis avec assiduité et aussi fidèlement. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche et une excellente semaine et à très bientôt sur France 2.